Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, j'espère que vous êtes bien reposés pendant cette journée de repos, que vous avez fait d'autres activités, peut-être que vous avez regardé les championnats du monde d'athlétisme en e-sport du côté de Paris sur la chaîne L'équipe, peut-être que vous avez fait d'autres activités annexes, vous avez fait du ménage, du repassage ou encore des gâteaux. Et on se retrouve donc des gâteauderies, comme font les coureurs cyclistes. Là, on se retrouve pour attaquer cette deuxième semaine, une deuxième semaine qui sera exigeante. Parce que, en fait, à part l'étape de Moulins qui est vraiment plate, le reste, c'est quand même sacrément vallonné. Et parce qu'on aura l'arrivée dans les Alpes aussi, dans cette deuxième semaine, en fin de deuxième semaine. On est déjà dans les Alpes. On va rester longtemps, même, dans les Alpes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris pour cette étape. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne cyclisme, voire même Formule 1, voire même MotoGP, voire même plein de contenus différents. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également, si vous voulez soutenir la chaîne, surtout, faire un super thanks si vous en avez les moyens. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis, vous avez TikTok avec le débrief de l'étape juste après l'arrivée. Étape numéro 10, étape pour baroudeur. Si on devait dessiner une étape de moyenne montagne, je pense qu'on dessinerait à peu près ce profil en évitant en fait les 20 derniers kilomètres de faux plats descendants. Pardon, de faux plats descendants, diront Toto, mais c'est vraiment, j'ai fait une François Hollande là. C'est vraiment une étape typique de moyenne montagne. Que l'on peut retrouver dans ce coin-là de France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de surprise. La surprise, en fait, c'est cette deuxième moitié d'étape qui est quand même assez facile par rapport au début de journée. On va pas mal enchaîner les difficultés. Les sprinters punchers tenteront-ils le coup ? C'est-à-dire que est-ce que certains sprinters punchers vont se dire « je peux gagner cette étape et donc je vais rouler » Est-ce qu'ils décideront plutôt de prendre l'échappée ? Est-ce qu'un coureur arrivera à les piéger dans l'échappée ? Est-ce que des leaders tenteront de faire la différence sur cette étape ? J'y crois pas des masses. Est-ce que des sprinters, par contre, seront lâchés sur cette étape ? Là, peut-être, ça peut être plus intéressant. On sera également un lendemain de journée de repos. C'est pas facile de remettre la machine en route, que ça soit pour les leaders du général, qui peuvent peut-être se faire avoir surtout avec la chaleur, mais également du côté des sprinters. Et vu que le départ sera très punchy, très musclé, il va falloir tenter de rester dans le peloton un maximum de temps et éviter de se retrouver en pleine nature parce que les délais ne vont pas être si énormes que ça pour une étape comme ça. Et ça serait dommage de se retrouver hors délai après 10 jours de course. Dénivelé positif, 3151 mètres, c'est la 9e étape dans ce classement. Et du côté du classement de la montagne, 13 points au maximum à récupérer, ce qui est quand même un faible butin, mais c'est toujours le problème de ce classement de la montagne. On regarde tout de suite la présentation de cette étape. On regarde le parcours de cette étape entre Vulcania, le parc d'attractions, le futuroscope des volcans, et Issoire. J'ai été une fois à Vulcania. Maintenant, ça vaut un bras, Vulcania. Moi, quand j'y étais allé, c'était il y a plus de 10 ans. Vulcania, ça coûtait pas un bras. Maintenant, ça coûte un bras. C'est comme le futuroscope. Moi, j'avais pas trop aimé, je suis pas très fan. Alors déjà, moi, alors c'est pas un parc d'attractions, c'est un peu comme le Futuroscope, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que vous avez des trucs en 4D, c'est un peu dans des salles de cinéma, mais ouais, j'avais pas kiffé. Enfin, moi, c'est pas trop ma passion. Là, les parcs d'attractions, moi, je suis un peu heureux, donc je suis pas très fan. Mais déjà parce que je suis quand même le seul mec qui a peur de l'eau et le vertige à la fois. Donc c'est quand même pas l'idéal de m'emmener dans un parc d'attractions. M'emmenez pas dans un grand vide, sinon je vais gerbasse. À cause de la hauteur, pas à cause de la vitesse, mais à cause de la hauteur. Et les trucs en tête en bas. Moi, dans les parcs d'attractions, vous voyez, c'est sur les attractions pour enfants. C'est où je prends le plus de plaisir. Donc, départ de Vulcania, on va encore passer pas très loin de Clermont-Ferrand. Et puis ensuite, on va partir dans la campagne
dans ce massif central, avec plusieurs difficultés au programme, des difficultés qui sont quand même plutôt réparties dans la première moitié de course. C'est vraiment la première moitié de course qui sera difficile. Donc voilà, la première côte de 3e catégorie qui arrive assez vite. Et puis ensuite, une côte de 3e catégorie, la Bourboule, le sprint au Mont d'Or, la côte de 2e catégorie, et puis ensuite 2 côtes de 3e catégorie. Mais la deuxième moitié d'étape est quand même plutôt sur un profil descendant dans ces volcans d'Auvergne qui serviront de décor de cette étape. Je pense que les paysages vont être magnifiques sur cette étape du côté de Issoire. On regarde tout de suite le profil. Donc départ de Vulcania. Alors c'est le départ fictif, parce que le véritable départ il sera pas vraiment du côté de Vulcania pour arriver à Issoire. 168 km. 5 côtes au programme, une de 2e catégorie et 4 de 3e catégorie. Et ça commence quasiment d'entrée. C'est peut-être une côte qui servira à l'échapper pour sortir, mais on risque d'avoir un départ assez nerveux. Avec le col de la Moreno, col de 3e catégorie. 4,8 km à 4,8%. Donc c'est une montée qui va être un peu musclée pour un début de journée. C'est-à-dire, je rappelle que ça c'est le début d'étape. Après une journée de repos, ça serait, je pense, judicieux de faire un petit peu de home trainer. C'est pas des gros pourcentages. Il y a 8,1% pendant 500 mètres. Vous voyez, c'est assez court quand même. Les endroits compliqués, ça se résume en 2 km. Les portions en rouge. Mais dès le début de journée, c'est quand même sacrément costaud. On redescend, on passe à Orcival et déjà la 2e côte de la journée, au bout de 27 km de course. Donc après 35 minutes de course, 40 minutes de course, on aura déjà franchi 2 côtes. C'est nerveux. Le col de Guéry, 7 km 9 à 4,8% de moyenne, c'est 2 km 27. Les 3 premiers kilomètres, c'est là où véritablement on a les plus de pourcentages, notamment entre le kilomètre 1 et le kilomètre 2 avec 7,1% de moyenne. Ensuite, je dirais qu'on est sur du faux plat montant, sauf entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6, on est à 6,5%. C'est pas non plus des pourcentages à se taper le cul par terre. Mais encore une fois, c'est un début d'étape qui va être nerveux en ce début de journée. Il faudra faire attention au vent en plus parce que 1260 mètres dans le massif central, ça fait partie vraiment des points culminants. Donc au niveau du vent, il faut faire attention. Les points culminants, ils sont à 1005 dans le massif central. Il n'y a pas de côtes qui vont à 2000 mètres d'altitude. Donc c'est-à-dire qu'on est très haut et donc possiblement en plein vent. On redescend. On arrive au sprint intermédiaire au Mont d'Or après 1h20 de course. Peut-être qu'à ce moment-là, ça sera encore nerveux. On espère que le peloton se sera calmé. Ça sera au kilomètre 60, donc à 108 km de l'arrivée. Et puis on attaque la difficulté la plus dure de la journée au kilomètre 66,5 pour le sommet. C'est le col de la Croix Saint-Robert, 6 km à 6,4 de moyenne. Col de 2e catégorie, côte de 2e catégorie, c'est même un col, le col de la Croix Saint-Robert. C'est assez régulier, je dirais, à pas ce passage à 4,8%, sinon c'est entre 6 et 7, 7,3, 7,4%. Donc voilà, c'est assez régulier, mais on sera quand même haut en altitude, là 1400 mètres, enfin haut en altitude pour du massif central. Donc c'est à prendre en compte encore au niveau du vent. On redescend. Il y aura la côte de Saint-Victor-la-Rivière. Ça sera à 1000 mètres d'altitude, kilomètre 84. Vous notez quand même que pendant quasiment 120 km, on est au-delà de 1000 mètres d'altitude. C'est-à-dire qu'on ne redescend quasiment pas en dessous de 1000 mètres d'altitude pendant 120 km. Donc cette côte, qui est donc l'avant-dernière de la journée, la côte de Saint-Victor-la-Rivière, un premier kilomètre où on sera au-delà de 7%, ensuite 5,8, 4,5. De nouveau un passage compliqué avec 8,1% et une montée qui fait 3 km. Donc voilà, on termine par un petit mur pour conclure cette montée. Est-ce que ça permettra aux échappés de reconstituer un groupe? Pas forcément parce qu'on est loin de l'arrivée. Ensuite, on continue sur des routes en prise, toujours en prise. Et puis à Saint-Alyre,
Alors je ne sais pas comment on doit le prononcer, Saint-Alières-Montagne, je dirais comme ça. On va avoir une belle descente vers Ardes pour la côte de la Chapelle-Marcous, 6 km 6 à 5,5 de moyenne, côte de 3e catégorie. Assez plat cette difficulté sur les 3 premiers kilomètres et puis ensuite ça se durcit sur les 3 derniers kilomètres. Mais là encore, on sera quand même à 20 km de l'arrivée et ensuite c'est une longue descente vers Issoire en passant par Perrier, mais avec vraiment un profil descendant jusqu'à l'arrivée. On regarde un petit peu le profil de cette fin d'étape avec la carte du roadbook du Tour de France. Toujours intéressant de voir ce qui va se passer. Eh bien, vous voyez, le final n'est pas extrêmement technique vers Issoire, c'est-à-dire qu'on va rentrer voilà, par Perrier. 5000 mètres, 4000 mètres de l'arrivée, il n'y a pas de grande difficulté. On est sur une belle route rectiligne. Un rond-point, un grand rond-point à 3400 mètres de l'arrivée. De nouveau, alors le passage technique, il est aux 2000 mètres avec un virage sur la droite où il faudra faire attention parce qu'en fait c'est un rétrécissement de voie, donc ça sera assez étroit, ça sera à 2 km de l'arrivée. Et puis il y aura également un terre-plein central pas très loin après le virage, donc il faut faire attention de ne pas nous faire une Vlasov l'année dernière sur le Tour de France qui avait chuté avec un terre-plein qui était juste après le virage. On aura ensuite une belle courbe pour atteindre le dernier kilomètre et puis il y aura un dernier virage à 90 degrés qui sera à 700 mètres de l'arrivée. On a une belle ligne droite de 700 mètres avec 6 mètres de large, donc c'est pas mal en sachant que je ne suis pas sûr qu'on ait un sprint massif et même si on a un sprint massif, on n'aura pas tous les sprinteurs dans le final de cette étape. On regarde tout de suite les segments Strava. 2 segments Strava aujourd'hui. Le premier, c'est le col de Guéry. Col de Guéry qui fait un peu moins de 8 km. Et le meilleur temps est détenu par Valentin Madouas qui avait réalisé 16 minutes 58. C'était lors de la 13e étape du Tour de France 2020. Je note ce que me dit le Tour de France avec une puissance de 365 watts. Pierre Rolland détient le 3e chrono avec 17 minutes 29. On a un Warren Barguil en 17.33, un Sivakov en 17.36, un Nelson Poles en 17.38 aussi, comme Lennart Kemna. On s'aperçoit qu'on est aux alentours de 26-27 km/h de moyenne. Donc c'est pas une montée très dure, c'est une montée surtout où la puissance, être puissant peut être intéressant pour remettre du braquet. Deuxième col de la journée, c'est le col, deuxième col Strava, c'est le col de la Croix Saint-Robert. On nous indique 14 minutes 22 pour le meilleur temps, qui est détenu pas par Mathieu Burgodeau et Rémi Cavagna. Ça a changé il n'y a pas très longtemps. C'était lors des championnats de France avec Romain Bardet qui a fait une belle sortie du côté du Massif Central où il a battu pas mal de records sur Strava. J'avais su ça, c'est grâce à Pierre Rolland qui s'était un peu moqué de Romain Bardet qui battait ses records. Et donc il a battu le record de cette côte, notamment devant Burgodeau, Rémi Cavagna. On a un Paul Ourselin qui avait fait 14 minutes 26, un Jérémy Cabot en 14:49 et un Marlon Gaillard en 15:24. Donc on devrait se rapprocher des 25 km/h pour cette montée du côté de l'échappée, peut-être pas du côté du peloton. La moyenne chez les professionnels pour la côte de la Croix Saint-Robert de 20 minutes 03, alors que la moyenne des professionnels dans la côte de Guéry est de 19 minutes 47. On revient sur la partie histoire de ce Tour de France avec le Tour de France 1983. Alors je me suis servi d'un site qui s'appelle Miroir du cyclisme et puis j'ai regardé également un résumé de l'époque commenté par Jean-Paul Olivier en personne pour cette étape numéro 14. On a une arrivée du côté de Issoire avec une étape comme aujourd'hui de moyenne montagne, même si la difficulté principale était plus compliquée. On part d'Aurillac dans le Cantal en début de journée et il faut franchir la montée de Puy-Marie à 1589 mètres d'altitude. C'est un col de 2e catégorie cette année-là et qu'il se situe au kilomètre 35. L'autre difficulté de la journée est le col de la Chomoune à 44 km de l'arrivée qui est également présent sur le parcours cette année. C'est une étape très courte pour l'époque avec seulement 147 km. À ce moment-là de la course, c'est Pascal Simon qui est en tête du général avec 4 minutes 14 d'avance sur Laurent Fignon. Mais le maillot jaune est convalescent. En fait, il le saura un petit peu après. Il a mal à l'omoplate, mais en fait, il a une fracture de l'omoplate.
c'est incroyable qu'il ait couru pendant 5 jours quasiment à une fracture de l'omoplate, et c'est l'un des rares maillots jaunes qui va abandonner avec le maillot jaune sur les épaules. Et particularité de ce Tour de France 83, nous avons 6 Français dans le top 10. Vraiment, c'est une époque où on domine encore le cyclisme mondial. L'ambiance n'est pas très bonne dans le peloton depuis quelques jours. Tout d'abord, les Peugeot du maillot jaune reprochent à Laurent Fignon et l'équipe Renault d'avoir roulé juste après la chute du maillot jaune, donc juste après la chute de Pascal Simon, et ça ne leur plaît pas. Et puis les coureurs se plaignent aussi de la lenteur des contrôles antidopage et des sanctions contre certains coureurs. Alors, il faut se mettre dans l'idée que c'était avant l'affaire Festina et que les mentalités dans le cyclisme étaient complètement différentes à aujourd'hui. À l'époque, un contrôle antidopage, ça ne vous mettait pas hors course. Vous n'étiez pas suspendu pendant 6 mois. Un contrôle antidopage, c'était 10 minutes de pénalité au classement général. C'est ce qui était arrivé notamment cette année-là à Zoetemelk. Zoetemelk qui s'est retrouvé assez régulièrement dans cette situation-là. C'est-à-dire que c'est très rare les Tours de France où il n'a pas pris 10 minutes de pénalité pour dopage. Mais le dopage était institutionnalisé dans les pelotons à ce moment-là. C'est surtout à cette époque-là qu'on le comprend. Et dans toutes les équipes, il y avait du dopage. Et énormément de cas de dopage. Il faudra attendre 98 pour que ça soit vraiment révélé au grand jour. Mais à ce moment-là, il y avait déjà pas mal de dopage dans les années 80. Ils sont 108 au départ de cette étape sous un soleil de plomb. Dès le départ, nous voyons des attaques. Hernandez-Ubeda est le premier à se lancer, mais il est vite repris. Et jusqu'au pied de Puy-Marie, personne n'arrive à sortir, mais le rythme est très élevé. On retrouve à l'arrière du peloton Pascal Simon, et l'information va remonter aux différents leaders qui vont tester le maillot jaune. Au kilomètre 26, Jean-René Bernaudot, JR pour les intimes, le 4e du général, parce que certains pensent que Jean-René Bernaudot n'est qu'un manager d'équipe, mais Jean-René Bernaudot était coureur cycliste, notamment c'est le premier maillot blanc de l'histoire du Tour de France, du classement des jeunes, Jean-René Bernaudot. Donc 4e du général, attaque, et il est suivi par Michel Laurent. Le duo prend 30 secondes d'avance sur le peloton, où le maillot jaune ne figure plus. Et au kilomètre 28, Michel Laurent part seul, et il est suivi par un groupe de 22 coureurs avec tous les favoris du Tour de France. Vous voyez notamment sur le résumé de l'INA à un moment une image où le peloton est en pièces détachées. C'est-à-dire que vous avez des groupes, vous avez plein de petits groupes de 15-20 coureurs qui suivent à, on dirait, 100 mètres d'intervalle. C'est assez marrant. À 5 km du sommet, Michel Laurent conserve son avance et la situation se complique pour Pascal Simon. Le maillot jaune est vraiment en difficulté et possède 1 minute de retard sur les favoris. Dans le groupe de poursuite, on continue d'accélérer, ce qui provoque des cassures. Van Imp, Millard ou encore Arroyo ont l'air en forme alors que Fignon est plus en difficulté. Le Tour 83 de Fignon, c'est pas un tour où il domine. Contrairement à d'autres années, notamment l'année d'après, c'est un tour qui est assez difficile pour Laurent Fignon. Mais c'est un tour qui est très ouvert, 83, parce que c'est un tour où il n'y a pas Bernard Hinault au départ. On récupère Michel Laurent juste avant le sommet. Van Imp passe en tête devant Millard et Laurent. 23 secondes après, on retrouve un autre trio avec Arroyo, Andersen et Van der Velde. À 43 secondes, nous avons Fignon, Kelly Le Bigot, Alban Jiménez, Vinen et Marc Madio, qui est dans le top 10 du général à ce moment-là. Et à 49 secondes, Bernaudot et Delgado, le maillot jaune arrive 2 minutes 12 plus tard. On attaque la descente et personne n'arrive vraiment à s'entendre. Ce qui profite à un premier regroupement entre les favoris, mais le maillot jaune n'est toujours pas rentré. Personne ne veut rouler, personne n'a décidé de prendre en main la course. Et bien à 100 km de l'arrivée, Pierre Le Bigot décide d'accélérer. Le coureur de l'équipe COP n'est pas dangereux au général, il est au-delà de la 40e place, donc il est déjà à plus d'1 heure. Très vite, il prend de l'avance et à 80 km de l'arrivée, il possède 1 minute 43 sur le peloton. Pascal Simon est enfin de retour avec les autres favoris. Donc au final, cette étape va accoucher d'une souris du côté du classement général. Mais bon, Pascal Simon a quand même montré des grands signes de fatigue et il est vraiment en difficulté. Mais la victoire n'est pas encore jouée par rapport au classement général et Pierre Le Bigot est bien seul à Rion
parce qu'on m'a dit ça se prononce comme un N l'année dernière, je m'en souviens. Donc à Rianne, à 5 km après, le Français n'a plus que 1,20 d'avance. Derrière, on décide d'attaquer car la victoire semble toujours possible. Dominique Arnaud part en contre, il est rejoint par Bazo, De Roy, Bérard, Hernandez et Millard. Et c'est Millard même qui fait la majorité du travail. Mais Le Bigot en remet une couche, l'écart passe au-dessus des 2 minutes. Le peloton contrôle et il se désintéresse complètement de l'étape. Et au kilomètre 94, dans la côte de Chanteloup, à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, la messe est dite. Les poursuivants renoncent. Pierre Le Bigot continue de rouler à fond et à l'arrivée à Issoire, elle gagne avec 6 minutes 43 d'avance sur le peloton et ils ne sont plus que 103 à l'arrivée. Le dernier coureur étant Guy Galopin. Et oui, le frère d'Alain, oncle donc de Tony, qui est le dernier coureur à ce moment-là de la course. Pascal Simon ne gagnera pas le Tour de France comme je vous le disais. Il va abandonner lors de l'étape 17 et Laurent Fignon gagnera sa première boucle, mais sans avoir notamment été dominateur par rapport à d'autres coureurs. Et c'est la plus belle victoire et la dernière victoire de Pierre Le Bigot qui arrête en 87. Il a remporté aussi la classique de l'Indre en 1982. Le cycliste du jour, eh bien c'est Romain Bardet. Il est né à Brioude, donc c'est un petit peu l'enfant du coin. Pro depuis 2012. 3 étapes sur le Tour de France, 2e en 2016, 3e en 2017 avec ce fameux contre-la-montre du côté de Marseille, maillot à pois en 2019 également. On se souvient également de lui pour avoir fini vice-champion du monde à Innsbruck derrière Alejandro Valverde et devant Michael Woods. Tour des Alpes 2022, Tour de l'Ain 2013, Vuelta. Une étape en 2021, et puis 7e du Giro 2021 où il avait fait vraiment une très très belle course. 9 participations au Tour de France, un seul abandon sur le Tour, c'était en 2020 pour Romain Bardet qui est passé chez AG2R et maintenant qui est chez DSM. Pur produit de la formation AG2R, c'est-à-dire il est passé par Chambéry, qui ne sera plus le centre de formation d'AG2R, vu qu'AG2R va lancer une équipe continentale l'année prochaine. Et ce qui fait que du côté de Chambéry, on va faire une année de pause. Et puis ensuite, on reprendra avec toujours cette idée de former des coureurs. Mais c'est toute la difficulté en ce moment du cyclisme amateur français, avec pas mal d'équipes en difficulté en ce moment dans les pelotons du championnat de France D1. Du côté de la météo, eh bien, il va faire chaud, très très chaud. Au départ, on m'annonce 31 degrés. Mais à l'arrivée, on annonce 40 degrés du côté de Issoire. Alors sur la deuxième partie d'étape, on nous indique peut-être un petit risque de pluie, mais la possibilité est de 30% de chance de pluie. Donc ça reste vraiment pas énorme. Le vent, il est sud-ouest pendant toute la journée, avec entre 25 et 50 km/h. Après 30 km de course, il sera soit de dos, soit de côté, soit 3/4 d'eau. Donc il faudra faire attention au vent sur cette étape, parce que les rafales vont être vraiment costauds à certains endroits. On dit entre 50 et 55 km/h en rafale. Du côté de la stratégie, soit on a un début de course nerveux, et puis ensuite on a une grosse échappée, le peloton s'endort, et le plus fort du groupe gagne, parce que comme le début de journée a été très nerveux, et ben c'est le coureur, le premier qui attaque qui gagne sur cette étape-là. Soit on a un début de journée très nerveux, une grosse échappée, mais on a un regroupement dans la dernière partie de course et un petit sprint à l'arrivée. Échappée plus petite et sprint à l'arrivée où aucun coureur n'arrive à faire de différence. Soit vainqueur au sprint d'un leader, mais j'y crois pas du tout. Du côté de mes favoris, j'ai mis Mathieu Van Der Poel, il va en gagner une sur ce Tour de France. C'est peut-être l'étape idéale pour lui, c'est-à-dire que c'est suffisamment dur pour qu'il fasse sa différence, mais pas trop non plus pour qu'il se fasse larguer. C'est peut-être l'étape idéale. Moi je pense Nezen, c'est un bon coureur sur ce type de journée, il grimpe de mieux en mieux Nezen. Ben O'Connor ayant été un petit peu largué au général, je pense que c'est une belle carte du côté d'AG2R. Fred White, alors j'ai pas mis Cosnefra, vous voyez, j'ai mis Fred White également. On sait qu'il est toujours très performant sur ces types de parcours, mais j'ai l'impression qu'il est quand même moins en jambes que l'année dernière. Et puis en grosse cote, j'ai mis Fedorov.
C'est quand même un champion du monde espoir. L'étape n'est pas très longue. C'est un peu le kilométrage du championnat du monde espoir. Pas forcément le coureur le plus observé. Donc ça peut être une carte intéressante. Du côté du programme télé, le départ fictif sera à 13h05. Le sprint intermédiaire au Mont d'Or entre 14h45 et 14h54. Le lac de Bourdouze à 70 km de l'arrivée entre 15h38 et 15h52. Et l'arrivée, elle est prévue entre 17h19 et 17h44, toujours sur France Télévisions, la RTBF et Eurosport 1 également, si vous voulez voir la course. Mais c'est toujours réalisé par Anthony Forestier, donc vous n'aurez pas des meilleures images. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Donc nous, on se retrouve ce soir, débrief de cette étape sur TikTok juste après l'arrivée. 21h sur YouTube pour faire le débrief de cette étape. Je pense avec une vidéo qui sera un peu plus courte que d'habitude peut-être au niveau du débrief sur YouTube. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!